Eh bien, c'est parti. Bonjour Jean-Gabriel. Bonjour Kylian. Ravi de te recevoir ici. Podcast On Parlable. Donc, le principe est simple. On parle d'applications mobiles, design, développement, marketing. On fait un peu le tour des applications mobiles avec différents intervenants et intervenantes. Et la première question habituelle d'un podcast, qui est Jean-Gabriel? Jean-Gabriel Bueno-Tramoni, le papa d'une petite fille de C'est beau. Félicitations. bientôt 11 mois et cofondateur de Rocapine. Avant ça, j'ai fait 6 ans de VC chez Cantonation, un fonds dédié aux technologies quantiques. Ok. Et voilà, le but c'était d'apprendre ce que c'est que le métier d'entrepreneur. Entre-temps, je suis tombé amoureux du quantique et je suis retourné à mes vieux démons de l'entrepreneuriat en m'associant avec Stan et Samy pour monter Rocapine. Ok. T'as bossé dans un VC. T'as fait quoi dans le VC exactement, toi, du coup, avant? Alors, c'était un mix parce qu'en fait, je suis arrivé à la création de ce fonds. Donc, c'était une expérience entrepreneuriale et c'est aussi ce que je recherchais. Ok. Donc, il y avait deux grosses jambes dans le job. C'était un, lever des fonds, donc convaincre des gens de nous confier de l'argent. Ok. Et deux, placer ces fonds dans des startups prometteuses, notamment dans l'industrie quantique. Donc, on faisait le tour des laboratoires de recherche pour identifier les technologies qui sont prometteuses pour développer des ordinateurs quantiques. Ok. Et ensuite accompagner ces startups pour lever plus de fonds, grandir. Et j'ai pas eu la chance d'arriver jusqu'à cette étape, mais ensuite sortir et transmettre le bâton à d'autres entreprises qui voudraient investir. Ok, on voit souvent que les VC prêtent de l'argent, mais on voit pas souvent aussi qu'eux ont besoin d'aller chercher de l'argent, donc c'est intéressant. Ça se passe comment dans un fonds derrière? Comment vous allez chercher cet argent-là? C'est un peu les mêmes méthodes que les personnes utilisent pour venir prendre des fonds chez vous? Comment ça marche? Alors en fait, c'est un job c'est un peu être un super commercial, Ouais, parce que la levée d'un fonds d'investissement, c'est beaucoup plus long que quand tu lèves un tour de financement comme une startup. Moi, j'ai eu de la chance puisque je suis arrivé au tout début, donc j'ai bossé avec Christophe Jurzac, Olivier Tonneau et Charles Becbédé, qui eux ont vraiment construit la vision Mm. du fonds, comment on voulait investir. Et au début, on a investi un petit peu d'argent qu'on nous avait confié pour montrer à quoi ressemblerait le fonds at scale. Et donc, on a commencé avec 2 millions d'euros ouais, qui ont été investis dans différentes startups, notamment Pascal ou Candela. Et ensuite, grâce au fait que ces startups se sont bien développées, la preuve de concept était suffisante pour avoir des plus gros investisseurs, notamment des institutionnels, donc des assurances ou BPI, suivent pour faire un fonds à la fin à 90 millions d'euros ok, qui a été investi dans une trentaine de startups. ok, ok, très bien. Là, aujourd'hui, on parle app mobile, les VC sont intéressants. Qu'est-ce que tu conseillerais comme ça à chaud pour une personne qui a créé une app mobile et qui veut lever des fonds? Alors, je pense que la vraie question, c'est pourquoi Mm. tu veux lever des fonds. Donc, c'est intéressant si tu veux te structurer et travailler sur une monétisation qui c'est peut-être plus long terme, donc développement de futurs produits, Ouais, avant de réussir à être sûr d'être profitable. Mais l'intérêt des apps, et une des raisons pour lesquelles moi j'ai commencé dans ce secteur, c'est que tu n'es pas censé avoir de bloqueur technologique avant de pouvoir faire des revenus. Mm. Alors c'est hyper compétitif, donc c'est pas facile non plus de faire des revenus. Et si tu veux lever de l'argent, il faut être sûr qu'il y a une adéquation entre ce que ton app va résoudre ouais, et ce qui intéresse et les marchés dans lesquels les VC ont une énorme conviction. ouais. Et Ok. donc aujourd'hui, tu as quelques segments pour lesquels les VC vont avoir de l'intérêt. Donc ça va être notamment tout ce qui touche autour de l'AI et de l'usage. Donc ce qui exploite les LLM pour créer des nouveaux usages quotidiens. Mm. Mais il faut aller dans un niveau de risque qui est quand même assez extrême pour vendre une histoire au VC par rapport à simplement développer un produit qui est bien mieux que le marché, itérer dessus et assurer des revenus profitables tout en ayant un scale qui peut être colossal parce que l'intérêt des apps mobiles, c'est que c'est distribué dans le monde entier. Mm. Ok. Donc je pense que franchement, c'est une vraie question de philosophie et ça ne doit pas être vu comme une nécessité pour un entrepreneur, notamment dans les apps mobiles, parce que l'intérêt, c'est plutôt de monétiser assez vite. Ouais, ouais, c'est d'accord, ouais. Ok, ok, intéressant. Et c'est une bonne transition. Toi, t'es arrivé comment dans ce milieu des apps mobiles, du coup? Parce que ici, c'est une chose, mais c'était dans la quantique, tu disais, pas forcément lié aux apps mobiles. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, toi, t'es arrivé là-dedans? Alors, pas du tout lié aux apps mobiles même. Nous, on Oui, faisait ce qu'il y a de plus loin du consumer, parce qu'on développe des technologies qui sortent de labo. ouais, J'y suis arrivé grâce à Stan, qui est en fait mon meilleur pote depuis plus de 10 ans, ok, et qui était chez Voodoo. Et donc, ça faisait quelques années qu'on réfléchissait à ce qu'on voulait monter ensemble, et on itérait, et on a réalisé qu'en fait, le modèle que Voodoo a développé pour qualifier des projets qui sont engageants, c'est-à-dire tester un grand volume de concepts
et comprendre les mécaniques qui font que les gens ont envie de rester dans ces applications, même si c'est parfois des prototypes, c'était un modèle qui était hyper ingénieux et qu'on pouvait l'utiliser pour développer autre chose que des jeux. Et donc, nous, on s'est concentré sur les apps de santé et de wellness. Ok, très clair. Ok, parfait. Et ben, on va passer sur Okapin après, mais avant ça, j'ai quelques questions. C'est un peu le flash quiz. Il va y avoir plein de petites questions où tu me diras ce que tu préfères dans les différentes propositions. La première proposition, c'est est-ce que tu préfères, avec Okapin par exemple, avoir 30 apps qui ont 10 000 euros d'MRR ou alors avoir une seule app qui a 300 000 euros d'MRR? Alors, nous, ce qu'on veut, c'est faire une app qui fait 100 millions de revenus. Ok, Donc, la deuxième option, mais avec un scale beaucoup plus grand. bien sûr. Ok. La réalité, c'est que notre vision, c'est qu'on utilise justement ce modèle de Voodoo qui est hyper efficace opérationnellement et qui te permet en fait de consolider les learnings de 100, 200, 500 projets pour améliorer celui sur lequel tu vas concentrer tes efforts. Ok. Et en fait, c'est une mécanique qui est tellement bien huilée, on peut comparer ça à un moteur dont tous les paramètres doivent fonctionner au millimètre près pour que ton app elle puisse aller chercher des niveaux de scale de 10, 50, 100 millions d'euros en termes de revenus. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup de concepts pour ensuite réinfuser ce qu'on a appris dans les projets qui ont le plus de potentiel, soit parce qu'ils ont trouvé une nouvelle mécanique, soit parce qu'ils sont un secteur hyper porteur et qui répondent à un besoin qui est aligné avec les besoins qui ne sont pas adressés par les acteurs traditionnels. Et donc, nous, on a de la chance parce qu'on peut faire 50 apps qui font 1 million d'euros de revenus, mais on fait ça uniquement pour créer l'app qui va faire 100 millions. Ok, donc un peu comme les jeux, on fait beaucoup de tests et le but c'est d'avoir un gros hit qui explose tout, quoi. C'est un peu ça l'idée. Ouais, et en fait, c'est même une question de philosophie. Nous, on a lancé Okapin parce qu'on estimait que l'offre de health and wellness aujourd'hui, donc fitness, nutrition, santé mentale, spiritualité, femtech notamment, est plus du tout adaptée au mode de consommation des nouvelles générations, qui eux, en revanche, ont une appétence 3 fois supérieure à leurs parents pour dépenser pour des produits digitaux. Donc en fait, il y a cet appel d'air sur le marché et en revanche, il faut réinventer des nouveaux usages, un peu à l'image de quand Tinder a inventé le swipe, où là tout le monde s'est mis à le faire, Snapchat les stories. Nous, notre but, c'est de, au contraire, amener de la créativité, créer des nouvelles méthodes qui seront des martingales et qui seront, on l'espère, copiées par tout le monde, parce que ça prouve qu'on aura débloqué quelque chose sur le marché. Et donc, à ce titre-là, l'ambition, c'est de capitaliser sur tout ce qu'on va développer pour aller craquer ce marché. Parce que nous, Okapin existe pour faire le nouveau Duolingo, le nouveau Flow ou le nouveau Calm. Et on n'existe pas pour être un portefeuille avec énormément d'applications qui vont générer un peu de revenus. D'accord. Ok, vachement intéressant. Ouais. Ok, très cool. Et vous préférez créer, c'est une question suivante, est-ce que vous préférez créer vous-même une app et la monter, ou alors internaliser une application et puis qui est déjà haute? Qu'est-ce que vous préférez là-dedans? J'ai vu que vous avez fait un peu d'acquisition, j'ai l'impression, d'applications. C'est quoi un peu le process là-dessus? Alors c'est hyper intéressant. Nous, en fait, Okapin, et j'ai oublié de le mentionner avant, on est un éditeur. Ce qui veut dire qu'on a un studio interne qui teste et fait des apps, mais on bosse aussi avec des studios en externe. D'ailleurs, appel si un studio veut me contacter ou travailler avec nous. Nous, on est ravis. En fait, on a 2 manières de travailler. Soit tu as déjà développé une app, et dans ce cas-là, on la teste. Et l'ambition, c'est de se dire, est-ce que c'est un projet dans lequel on arrive à construire une conviction parce que les métriques d'engagement sont suffisantes? Et dans ce cas-là, nous, on le distribue. Et donc, on bosse en mode sparring partner avec le studio. On lui conseille des features, on fait toute la partie marketing. Et ensuite, la deuxième façon, et ça c'est celle par laquelle on pense qu'on va réussir à craquer le marché, c'est on bosse avec des studios pour créer aussi des nouvelles apps. Nous, on a une liste de 100 idées à 100 millions dont on pense qu'il y a de quoi faire un nouveau produit et on les partage au studio et on essaye d'itérer là-dessus en disant, par exemple, moi je pense notamment à la santé féminine dans laquelle il y a énormément de choses à faire parce que les applications traditionnelles ne sont pas du tout satisfaisantes. Nous, on partage les sous-segments dans lesquels on a une grosse conviction. Donc, un exemple de sous-segment, c'est périménopause et ménopause. On pense que l'offre, aujourd'hui, il n'y a pas encore de leader mondial avec qui on peut travailler et qu'il y a plein de choses à faire parce qu'il y a encore un peu un flou autour de toutes les habitudes de lifestyle pour que les femmes puissent gérer cette période de leur vie. Et ça, on a construit une conviction autour de ça. Et nous, on peut partager ça auprès d'un studio en disant, on a testé 2, 3, 4 concepts autour de ce segment. Ils n'ont pas vraiment résonné avec l'audience.
épargne-toi du temps, c'est pas la peine de redévelopper des concepts avec cet angle particulier. Ouais. En revanche, on a remarqué que l'onboarding, quand il est plus long, il convertit mieux parce que justement, il y a ces points, ces points, ces points qui méritent d'être adressés et pour lesquels il y a un énorme concern et on pense que c'est la raison pour laquelle l'utilisatrice va avoir besoin de cette app. Ouais. Et donc, essaye plutôt d'itérer autour de ça. Ok. Et donc, nous, on est un vrai sparring partner. Donc, dans l'idée, notre approche, elle a vocation à être un peu agnostique dans la mesure où c'est un peu que le meilleur gagne. Moi, mon studio interne, il a le même niveau d'exigence qu'une app en externe Ouais. quand il s'agit de la distribuer. Donc moi, je ne vais pas pousser une app en interne alors qu'elle a des métriques inférieures à celles qu'on a Ok. en édition. Ah, très intéressant, ouais. Ok. Vous avez un studio interne aussi, on parlera après de recapituler en détail, mais du Ouais. coup, tu parlais de gérer la partie marketing, mais il y a aussi une partie aussi de production, de dev, de design en interne aussi, ouais. Complètement. Ok. Et je pense on a la chance en fait d'avoir été fondé en 2024, un peu comme les ignobles. On est une petite équipe en fait, notre studio interne. Et Ouais. aujourd'hui, avec toutes les avancées autour des modèles d'AI, tu es capable avec une toute petite équipe de faire des produits d'extrêmement bonne qualité. Ouais, ok, très bien. Bon, ça enchaîne bien avec la question d'après. C'était, est-ce que vous préférez faire cette app à 100 millions là avec une petite équipe interne ou alors recruter plein de personnes et faire une énorme boîte, un énorme studio? C'est quoi votre vision là-dessus? Bah, nous, notre vision, c'est que un acteur comme Take-Two Interactive, qui est en fait la société qui chapeaute Rockstar, 2K ou Zynga, Ouais. c'est des sociétés qui sont énormes, qui sont cotées aux bourses, c'est valorisé 41 milliards de dollars. Ouais. Et je pense que en ayant été créés pré-AI, ils ont une masse un capital humain, une masse d'employés qui est colossale et qui est plus alignée avec les besoins actuels. Ouais, ok. Donc nous, on est hyper lean et je pense qu'avec des squads de 3, 5, 15 personnes, tu peux faire des apps qui vont faire 100 millions d'euros de revenus. L'enjeu, c'est vraiment le focus. Et donc, nous, par exemple, quand les apps elles sortent de la phase de hit, nous, cette année, on a testé 100 concepts. Il y en a 3 sur lesquels on itère activement. Il y en a 5 qui sont en soft launch. Les 3, là, on va mettre justement un squad dédié dessus de 3 personnes Ouais. avec un data scientist, un dev et un PM qui vont pouvoir itérer sur des features, tout le temps traquer, tout le temps mesurer pour comprendre ce qui améliore la rétention long terme, parce que l'ambition, c'est de faire les meilleurs produits du marché. Ouais. Et donc, nous, on va avoir un set de métriques qu'on va suivre avec beaucoup de précision pour vraiment comprendre si ce qu'on fait, ça a un impact positif et statistiquement significatif pour Ouais. les utilisateurs. Ok. Ce que fait, ça s'appelle le Duolingo Growth Model, notamment. Ok, intéressant. Ok. Ok, pour enchaîner là-dessus, est-ce que vous préférez lancer des apps au début en France ou à l'international? Ça, c'est un vrai sujet. Alors, ouais, nous, c'est un peu un no-brainer. 40% du marché, il est aux États-Unis. États-Unis, ouais. Donc, nous, on lance et tous nos tests sont aux États-Unis. Ouais. Ce qui est un peu paradoxal parce qu'on est français, mais la réalité, c'est que nos apps, elles sont traduites en français peut-être dans un 3e, 4e temps Ouais. parce que c'est pas le plus gros marché. Et donc, en fait, c'est pas très chauvin de dire ça, mais la France est un peu anecdotique dans ce qu'on fait. Oui, complètement, je comprends. Ouais. Oui, c'est souvent ce qu'il dit dans les apps mobiles. De toute façon, ça se comprend. Ça se comprend totalement. Suivante, est-ce que vous monétisez ou préférez monétiser avec de l'abonnement ou avec de la publicité? On vous a parlé tout à l'heure au jeu qui est plus de la publicité. Vous êtes comment aujourd'hui par rapport à ça? En fait, c'est une des grosses différences de notre modèle et ce qui fait qu'un éditeur de jeu ne peut pas nécessairement faire ce qu'on fait. Ouais. C'est qu'en fait, les modèles de monétisation sont complètement différents. Et donc, le parcours pour convaincre un utilisateur de s'abonner, il n'a rien à voir, notamment l'onboarding, c'est une étape qui est cruciale dans les apps de souscription, qui est anecdotique dans le gaming. Donc, nous, en fait, les ads, ça ne correspond pas du tout. Alors déjà, on n'a pas nécessairement l'expertise et surtout les CPM, donc les revenus des encarts publicitaires dans les apps d'Health & Wellness sont tellement faibles qu'on ne pourra pas construire un leader mondial avec ce modèle. Ouais. Donc nous, c'est 100% souscription et je pense que c'est déjà assez varié et compliqué à craquer, qu'il n'y a pas besoin de s'étendre et d'aller chercher des mix de monétisation différents. Ouais, c'est clair. Ouais. En revanche, ce qui est peut-être intéressant, c'est que la rétention long terme, ce que tu vas regarder notamment dans les jeux ou dans les apps d'usage, nous, on va la regarder de manière très, très précise parce que pour la souscription, c'est encore plus important. Ta capacité à avoir des utilisateurs qui renouvellent un certain nombre de mois ton app, bah, ça va changer tout dans ton gros engine, donc en amont du funnel quand tu vas faire ton acquisition, et dans ta manière de construire ton produit, parce que faut être capable de délivrer de la valeur, pas uniquement après l'onboarding et uniquement le premier abonnement. Et ça,
c'est un énorme enjeu, donc avec des mécaniques de freemium et trouver surtout le bon équilibre entre la feature qui est payante, qui va faire que tu vas pouvoir investir, et ce dont l'utilisateur a besoin pour être convaincu de payer. Et ça peut prendre 2, 3, 4, 5, 6 mois parfois pour transformer un utilisateur gratuit en utilisateur payant. Ok. Vous avez lancé Rocapin en 2024, tu disais? Juin 2024, la société a été créée et l'ensemble des équipes de l'équipe est arrivé en septembre 2024. Ok, je trouve que tu maîtrises vachement bien le sujet pour quelqu'un qui n'a pas fait de mobile avant, qui n'a pas fait d'app mobile du tout avant, par rapport à certains parfois qui sont là depuis 5-10 ans et qui ne maîtrisent pas encore bien sûr, donc c'est vachement intéressant. C'est vachement intéressant. Je pense que nous, déjà, j'ai la chance d'avoir des cofondateurs qui sont experts du mobile, donc Stan notamment, qui a rejoint Voodoo en 2021, qui a vu énormément de choses. Samy, il a développé plus d'une 50aine d'apps mobiles, et surtout au sein de l'équipe, donc le marketing notamment, Thomas, Laura, Xu, Guillaume, je suis sûr que j'en oublie, Quentin aussi, Morgane et Ed, comme ça on n'aura pas de... tout le monde. On n'aura pas de jaloux, enfin si, certainement ceux que j'ai dû oublier, mais eux aussi venaient de l'industrie et donc j'ai appris énormément grâce à eux. Ok, trop cool. Ouais, et sinon, tester. Tu regardes les métriques, tu testes et tu vois vite si ça fonctionne ou pas. Hein. Il n'y a pas de secret, c'est clair. Mais là où tu mentionnes un point, désolé, si je peux le rajouter, je pense que ce qui est important, c'est qu'il y a, je pense, et nous, notre opinion chez Rocapin, c'est que tu as un nouveau playbook. C'est-à-dire que historiquement, on s'est toujours dit, amène de l'usage, crée une communauté et monétise-les ensuite. Donc ça, je pense que c'était le playbook un peu des années 2010 où l'argent du VC finançait en plus cette typologie de modèle. Donc tu pouvais lever sur une idée et construire une app. Je pense que c'est plus du tout vrai et que c'est deux montagnes de créer de la rétention long terme et monétiser. Et donc nous, on préfère commencer par la partie monétisation et ensuite, à partir de là, sur des utilisateurs qui sont convaincus, itérer sur le produit parce qu'on sait que les cohortes de personnes qui arrivent, c'est des gens qui adhèrent à la proposition de valeur. Et donc, quand tu es capable d'avoir un ask clair, c'est un peu, quand tu dis feedback is a gift, c'est beaucoup plus facile d'améliorer ton produit quand tu sais que les feedbacks viennent des bons utilisateurs. Ok. Vachement intéressant, complètement. Ok. Et question suivante ou affirmation suivante. Est-ce que vous êtes plutôt acquisition organique ou publicité? Moi, j'ai peut-être un peu la réponse en tête, mais... Alors, oui et non, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a fait que du performance marketing. Parce que, à notre sens, c'est le moyen le plus efficace d'amener des cohortes d'utilisateurs qualifiés dans un concept qui peut être très niché. En revanche, tu ne crées pas un leader mondial sans organique. C'est clair. Et maîtriser l'organique, c'est une science qui est beaucoup moins mathématique que le performance marketing. Donc, nous, franchement, aujourd'hui, je pense qu'on est dans les meilleurs mondiaux en performance marketing. En ayant testé autant de concepts et en ayant passé certains scales, on a pu voir un peu toutes les situations, tous les setups possibles. Je parle uniquement sur le Health and Wellness Subscription App, bien sûr. En revanche, là où nous, on découvre un peu, c'est la dimension organique. Donc, comment driver de la viralité et de la conversion. En fait, nous, ce qui est arrivé très souvent en bossant avec des créateurs, c'est le fait que tu aies une vidéo qui fasse 2, 3, 10 millions de vues et ton uplift en termes de conversion qui est nada. Et donc, tout cet enjeu, c'est de réussir à adresser les bonnes personnes. Et donc, faire de la viralité pour la viralité sur les mauvais canaux, tu peux perdre une énergie folle parce que déjà, c'est hyper dur d'avoir une vidéo qui fait 10 millions de vues. Et en plus de ça, si tu n'as pas l'uplift derrière, c'est de l'énergie qui est foutue en l'air. Oui, et puis il y a un peu d'aléatoire quand même là-dedans. Tu as un aléatoire qui est colossal et je pense que les prix des collaborations avec les influenceurs ne permettent pas d'avoir un modèle raisonnable dessus. Parce qu'une vidéo à 100 €, l'équivalent en performance marketing, je pense que c'est à peu près 300 000 vues en Europe. Si toutes les vidéos que tu fais avec des influenceurs à 100 € la vidéo font 300 000 vues, je veux bien la recette. C'est clair. Non, c'est clair. C'est clair et net. C'est bien quand tu n'as pas de budget, pour un petit lancement, à la limite, ça peut être intéressant. Mais sinon, c'est très compliqué. Si tu veux tester à grande échelle, en tout cas, comme je disais, sans app dans l'année, impossible. En fait, tu n'auras pas de conclusion pertinente et tu pourras passer à côté d'un hit. C'est un peu comme si tu veux faire un feu avec 2 silex. Le nombre de coups de silex qu'il te faut pour avoir l'étincelle, il est beaucoup plus élevé que si tu as un briquet qui est le performance marketing, je pense. En revanche, tu feras peut-être pas un grand feu avec ton petit briquet. Et il faut réussir à avoir du fuel. Et nous, c'est cette étape qu'on est en train d'essayer de craquer. C'est comment on transforme des projets hyper prometteurs comme Harmony, dont on pense que c'est une app qui a la capacité d'aller challenger un flow. Parce que c'est navigate around your cycle et pas simplement
voilà les périodes dans lesquelles tu es fertile ou non. Ouais. Il y a 4 phases dans le cycle féminin. Comment tu peux agir en fonction des différentes variations d'hormones. Et donc, c'est vraiment une dimension beaucoup plus holistique de l'accompagnement. Ouais. C'est pas parce que je suis un homme que... nous, c'est des femmes en plus, notamment chez Rocapine, qui travaillent sur ce projet. Ok. Et je pense que ça peut apporter une dimension supplémentaire. Et là, toute la partie organique sur comment on arrive à s'adresser à des bonnes audiences, c'est un truc qu'on est en train de craquer parce qu'il y a un potentiel qui est gigantesque derrière. Ok, ouais, c'est très clair. Ouais. Ouais, très intéressant. J'ai vu l'application, je suis allé voir encore tout à l'heure et franchement, ça rend bien. Franchement, bravo. Ça, il faut féliciter Quentin. Quentin, Ok. Samy et Ed. Ouais. Et Stan qui a eu à l'origine, qui avait identifié le fait que Flo n'était pas du tout satisfaisant. C'est Ouais. en discutant avec sa femme, parce que lui aussi père d'une petite fille. Ouais. Ok. Et en fait, sa femme utilisait Clou ou Flo depuis 2 ans Ouais. et savait même pas qu'il y avait 4 phases en fait dans le cycle féminin. Ouais. Ouais. C'est vrai que Flo pour le coup a du retard, même en termes de design, ouais. Mais bon, ils sont leaders donc. Et enfin, oui, je pense que ils ont craqué énormément de choses en amont. Ouais. C'est juste que c'est une application pour une génération au-dessus. Ouais. Ouais. Complètement. Ouais. Assez d'accord. Ouais. Ok. Et dernière petite question, est-ce que l'IA dans les apps mobiles, vous le voyez plutôt comme une menace ou plutôt une opportunité? Oh, une opportunité géniale parce que en fait aujourd'hui 2 personnes qui savent pas nécessairement dev peuvent créer un challenger à des apps avec un scale raisonnable, hein, parce Ouais, que bien sûr. in fine la ressource produit c'est pas ce qu'il y a de plus critique aujourd'hui. Ce qui est important, c'est vraiment guider ton produit, mais le fait de le faire, et ça c'est la barrière à l'entrée qui a sauté grâce à l'IA. Aujourd'hui, n'importe qui peut faire une app décente et avec une production value qui est assez bonne, hein, voire similaire à ce si tu étais quelqu'un qui dev tout seul. Ouais. En revanche, la partie critique, c'est la distribution, donc le marketing. Et ça, l'IA améliore énormément la productivité parce que tu vas pouvoir faire beaucoup plus de créa. En amont, les algorithmes de méta, ils travaillent grâce à de l'IA et donc ils sont capables de mieux targeter. Ouais. Donc, tout au long de la chaîne de valeur, l'IA a fait exploser la performance. En revanche, ce qui fait qu'une vidéo fonctionne ou non, il n'y a pas de recette magique. Il faut être intelligent, tester, itérer au maximum. Et simplement parce que l'IA est entraînée sur un dataset donné, elle ne pourra pas trouver cette idée folle qui est juste que l'app va être mal prononcée, et que du coup les gens vont réagir et que ça va lui donner un niveau de vérité, que le créateur va trébucher quand il va commencer à faire sa vidéo. Ouais. Et je pense qu'il y a énormément de choses à faire, mais à un moment, il faut mettre de l'huile de coude. Et de toute façon, tes concurrents ont les mêmes outils que toi. Ouais, donc, clair. ce qui va changer, c'est l'huile de coude. C'est pas que l'IA, si elle a la $1 billion ID et qu'elle la donne à tout le monde, Ouais. ça changera rien. Ouais, Donc, clairement. et ça, c'est une des raisons pour lesquelles il faut travailler avec un éditeur, c'est que nous, on centralise le marketing. Ouais. Ok. Ouais, très intéressant. Ouais. Ok. Eh ben écoute, j'ai fait le tour un peu sur mes questions. Maintenant, on va passer plus sur un focus sur Rocapine. Tu as pu dire un peu ce que c'était. Si tu dois pitcher Rocapine, je sais pas vraiment un pitch clair sur Rocapine, des personnes qui savent pas du tout ce que c'est, tu dirais quoi pour Rocapine? Nous, on est un éditeur d'applications de wellness et donc l'ambition, c'est de collaborer avec des studios pour réussir à scaler les meilleurs concepts et notamment les concepts de demain. Donc nous, on veut des studios qui ont soit une idée de génie, Ouais. soit ont envie de créer un leader mondial, parce que nous, on a plein d'idées, Ouais. ou des studios qui ont une expertise spécifique. Je pense notamment, par exemple, on travaille avec Teach, une équipe faite de 3 golfeurs. Ouais, je les ai rencontrés, il me semble, ça me parle. Ouais. Donc on est des piètres golfeurs chez Rocapine. Okay. Et en revanche, on est ravis d'apporter notre expertise marketing et d'itération sur une app à des gens qui savent comment améliorer ton swing quand tu veux installer l'application. Okay. Et nous, faire un bon onboarding, par exemple, c'est quelque chose qu'on maîtrise. On a des taux de conversion qui sont les meilleurs du marché sur nos produits. Et ça, c'est simplement parce que tu cumules plus de 300 itérations sur une 50aine d'onboarding. Et le fait d'avoir la bonne structure de paywall, d'avoir le bon flow pour expliquer ce que va faire ton app et qu'il y ait une cohérence entre ton funnel d'acquisition, l'onboarding et ce que tu vas retrouver au sein de ton app, c'est vraiment une science. Et nous, c'est pour ça qu'on travaille avec... on travaille avec le maximum de monde possible parce qu'on est sur un modèle de partage de marge et je pense qu'on peut trouver des pépites sans même... Parfois, c'est des choses hyper contre-intuitives qui vont marcher. Ok. Et c'est pour ça qu'en fait, on ne veut pas se limiter à nos propres apps.
Ok. Et tu parlais de Teach Golf, c'est intéressant. J'ai une question, moi, sur comment ça se passe. Vous voyez une app qui vous intéresse, ou alors une app vient vous voir en disant qu'elle est intéressée de partager les revenus, par exemple. Comment ça se passe? Comment on contacte Capin? Qu'est-ce qui se passe quand vous dites oui? Ça se passe comment derrière? Alors, il y a deux façons. Déjà, c'est un partage de profit, pas de revenus, nous. Ouais. Donc, on paye le marketing, on reçoit les revenus, ensuite on distribue 60% pour Recapin et 40% pour le développeur de l'app, Ok. du profit. Le rationnel derrière, c'est de se dire que nous, on travaille sur une app pour que l'app fasse au moins 10 millions d'euros de revenus. Mhm. Et donc, en fait, de toute façon, les niveaux de profit atteints n'auraient pas pu être atteints tout seul par le studio, simplement parce qu'il faut mobiliser un cash en marketing qui est colossal. Ouais. Donc ça, c'est d'un point de vue hyper pragmatique. Et il faut créer une roadmap, itérer énormément et être guidé pour savoir justement quelles sont les bonnes features qui fonctionnent et comment tu mesures bien tout ton funnel. Ouais. Donc, aujourd'hui, tu développes une app dans ton salon, une app de muscu, par exemple. Mhm. Bah, t'hésites pas à venir nous voir. Nous, on est ravis de la tester. C'est gratuit. Donc, en fait, on va installer le minimum des solutions de tracking sur l'app avec toi, Ouais. faire une campagne d'acquisition et regarder les taux de conversion. Ok. Parce que nous, alors on a une analyse un peu plus détaillée, donc on va regarder quand même les CPM pour savoir si ton segment de marché est plus ou moins saturé. Ouais. Mais la North Star, ça reste combien de personnes installent ton app, combien de personnes sont prêtes à lancer une trial ou un plan à la fin de l'onboarding. Ok. Le reste, c'est un peu des variables d'ajustement, que le plan soit plus ou moins cher, que tes CPM soient plus ou moins élevés. Et après, tu peux rentrer dans un gros niveau de granularité. C'est un peu ce qu'on regarde et nous, on partage. Et le but, c'est aussi de faire des feedbacks en disant, bah, par exemple, là, tu es 2-3 points en dessous de ce qu'on attend en termes de conversion. Voilà Ouais. ce qu'on te recommande de faire. Et après, on peut retester cette app. Ok. Dans le cas où l'app a des super métriques, nous, en amont, on a discuté un peu le contrat global. Donc, on propose de distribuer l'app. Et dans ce cas-là, nous, en fait, on développe beaucoup plus de ressources marketing. C'est-à-dire qu'il va y avoir un product manager chez nous qui va faire un call weekly avec toi en proposant une roadmap en disant, bon, bah voilà, les 4-5 trucs qu'on peut améliorer qui vont être des quick wins pour améliorer la conversion. Souvent, on commence par le paywall. Donc voilà, nous, on a cette structure de paywall qui fonctionne hyper bien. On te la recommande, implémente-la et on va voir comment ça va fonctionner. On installe souvent aussi des solutions comme Superwall pour pouvoir itérer énormément Ouais. et consolider les learnings, comprendre ce que les utilisateurs viennent chercher. Ensuite, on fait la roadmap ensemble en disant, bah, il y a le lancement d'une feature de communauté, ça va améliorer la rétention long terme et c'est facile à développer. Je pense notamment à une solution Octopus Community qu'on utilise qui est géniale par Ouais, Grégoire on est en Mercier. contact avec eux aussi en ce moment. Ouais. C'est Intéressant, ouais. hyper chouette. Et on a plein de features qu'on aura testées sur ce segment. Donc, je te dis la muscu par exemple, mais en disant, bah voilà, oriente plus haut du corps l'ensemble des programmes parce que c'est la typologie d'utilisateur qui va aller chercher ça en premier. On fera ensuite un deuxième focus sur le bas du corps, mais c'est peut-être plus long terme parce que là, aujourd'hui, ce qui, d'un point de vue marketing, va le mieux résonner, ça va être ça. Donc, comme ça, on crée toute cette cohérence. Et en amont, nous, on va produire les pubs et on va dépenser tout le marketing et dire, bah voilà ce qu'on peut. Et on essaie de dépenser au max tant que les revenus suivent. Nous, on pousse le curseur. Et après, tu as souvent des systèmes de paliers. Et après, on se dit, OK, bah là, on va retravailler un peu le produit avant de pousser parce qu'on voit qu'on n'arrive pas à avoir une acquisition qui est profitable à ce stade. Ok, très clair. Et tu parlais d'une phase de test quand les personnes arrivent qui est gratuite. Cette phase-là, elle est faite sans rien changer. Ça veut dire dans l'état, on teste votre application, c'est ça? Ouais. Ok. Nous, on produit. En fait, ce qu'on va souvent faire, c'est qu'on va produire entre 5 et 15 pubs. Ouais. Et on va lancer une campagne d'acquisition entre 200 à 500 euros en fonction du volume qu'on arrive à avoir. Et là, on est capable d'avoir un premier hint des comportements. Alors, on est bien conscient que parfois, ça peut être biaisé. C'est sûrement pas parfait, mais on pense que quand même, 8 ou 9 fois sur 10, on ne s'est pas trompé. Ouais. Je pense que ce qui est important à remarquer aussi, c'est que nous, on pense que pour la première phase de développement, il faut que l'app soit résiliente en performance marketing. Ça veut dire que quand je dépense 1 euro en pub, je peux faire entre 80 centimes et 1,50 € de revenus. Ouais. Et c'est pour ça qu'on va craquer l'organique après. Tu peux avoir une app qui fonctionne extrêmement bien en organique, mais pas en performance marketing. Ouais, donc l'enjeu, c'est que nous, c'est aussi aligné avec la vision de Recapin, mais le test,
il n'a pas vocation à donner un avis sur la qualité intrinsèque de l'app. Ouais. Alors en plus, on sait que ce n'est pas nécessairement les meilleurs produits qui monétisent le mieux. Si tu regardes justement les top charts, MyFitnessPal, si quelqu'un me dit que c'est un bon produit, je veux bien comprendre pourquoi. Et en revanche, tu peux avoir une croissance organique qui fonctionne très bien parce que tu adresses une audience qu'on n'arrive pas à taper en performance marketing ou c'est une app qui a un peu plus d'ancienneté, donc qui a un nom. Ouais. Donc il y a plein de raisons qui font que parfois, c'est simplement pas un modèle d'acquisition qui est adapté. En revanche, pour arriver à 10, à plus de 10 millions de revenus, c'est hyper difficile sans avoir de l'acquisition. Ok, ouais, très intéressant. en Ouais. ads. Tu parles de bons chiffres et ça, c'est souvent des questions qu'on nous pose souvent. C'est quoi chez Recapine des bons chiffres? De l'install au trial, du trial à la conversion, de l'install à la conversion directe, c'est quoi des bons chiffres pour Recapine quand vous regardez tout ça? Alors, ça dépend de la maturité du projet. Nous, notre studio, aujourd'hui, on est capable, on a mis en place une méthodologie entre l'idée et l'app live il y a 3 jours. Ok, Ça, c'est parce qu'on va se concentrer sur un onboarding d'hyper bonne qualité. La core feature, elle va juste suffire à pas décevoir l'utilisateur, mais elle va pas permettre d'accueillir 1 million d'utilisateurs. ouais, d'accord. Et en revanche, le but, c'est de mesurer l'appétence qu'il peut y avoir sur ce projet. Donc, euh, en phase de prototype, on est bien conscient que tout le travail qu'on va faire en amont et qui est colossal, hein, la face nord, nous, on l'attaque maintenant, c'est de transformer un produit qui fait entre 1 et 5 millions d'euros de revenus en un produit qui en fait 10, Ouais. voire 50. L'objectif, c'est juste de ne pas partir de trop bas. Donc, en fait, nous, le proto, ça va être le seuil minimum. En install to trial, on va viser 15%. Ok, Et intéressant. ensuite, la conversion des trials, on va même pas la regarder parce qu'en priori, si tous les gens annulent, ils sont déçus. Et dans ce cas-là, il suffit de travailler sur la core feature. Ouais, Donc ça va ok. être l'étape d'itération. Ok. Donc si tu as 15% d'install to trial, tu passes en étape d'itération. Et là, le but, c'est de développer une core feature qui est un minimum viable product. Et donc, en fait, tu as au moins 10 à 20% de conversion to paid. Ouais, oui, bien sûr. Ok. Et ça, je vais dire, c'est les seuils planchers. Après, nous, ce qu'on Ouais. vise, et de toute façon, tu es obligé d'augmenter la qualité de tes métriques à mesure que tu augmentes le volume. Ouais. Parce que plus il y a de monde, plus ça va être sous stress. Ouais. Et donc, nous, ce qu'on arrive à avoir en meilleur du marché dans notre portefeuille aujourd'hui, on a une app StageCook qui a plus de 50% de trial to paid, Ok. uniquement en acquisition mobile. Ouais. Donc, je sais que ça change si tu fais du web. Et sinon, pour être profitable à ce niveau de scale, tu vas être entre 20 à 25% Ok. de conversion de trial to paid. Sachant que la moyenne de l'industrie, ça va plutôt être entre... alors vraiment, le médian, je crois que c'est entre 7 et 10%. Ok. Ouais. Sur la santé et la wellness. Je pense qu'il faut toujours garder ce prisme. Ouais. Ok. C'est pas comparable à des apps de productivité ou autre. Bien sûr. Ok. Ok, très très clair. Tu parlais un peu de process pour sortir une app vite. Comment vous faites pour sortir une app aussi vite? Tu parlais de l'onboarding. Comment ça se passe? Vous avez vraiment un onboarding que vous reprenez à chaque fois? Vous le modifiez un peu? Comment ça se passe là-dessus? Alors non, au contraire, nous on a développé un outil interne qui s'appelle l'Onboarding Studio, Ok, qui est le super wall des onboarding. d'accord. Donc l'intérêt de bosser avec Recapine aussi, c'est on fournit un ensemble d'outils pour te permettre d'itérer encore plus vite sur ton app, Ok. en plus des méthodos. Donc il y a eu 2 angles. Là, c'est big up à Ed et Alex chez Recapine qui ont mené cette initiative, Ok. et Quentin. Le premier, ça a été le cahier des charges. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a besoin de mesurer pour savoir si une app a du potentiel. Donc on a réduit au maximum ce qu'on veut faire sans pour autant concéder sur la qualité. Donc l'onboarding, il peut être d'aussi bonne qualité qu'une app live comme Harmony. Ouais. C'est-à-dire que tu peux insérer autant d'animations que tu veux. Dans l'Onboarding Studio, en fait, tu as plein de templates de wireframe, tu as plein d'assets, comme plein de typologies de loader. Donc, normalement, tu as un bac à sable qui est énorme pour jouer. Et notamment, alors, corrigez-moi, hein, je ne suis justement pas CTO, mais il est headless, ce qui signifie que en fait, tu n'es pas limité par l'outil. Si tu as un dev qui veut rentrer, mettre les mains dans le cambouis, il peut, et faire des trucs hyper personnalisés. Ok. Donc ça, c'est déjà permis, grâce à l'outil. 2, donc ce cahier des charges, le gros focus, il est sur l'onboarding, le paywall et la core feature. Elle a un peu vocation à juste passer la Apple Review. Ouais. Donc ça va être hyper limité. Et ça va juste permettre à quelqu'un, s'il se retrouve à payer l'app, d'avoir le minimum de ce qu'il a demandé. Ouais. Mais tu ne vas pas avoir de l'engagement long terme dessus. Et la deuxième partie,
c'est exploiter au maximum le vibe coding. Et donc ça, en fait, l'app, elle peut sortir sans qu'un dev intervienne dessus. Un PM tout seul peut le faire. Et il y a une autre astuce. Et là, moi, je suis un peu moins à l'aise pour en parler puisque c'est notre CTO. Ouais, bien sûr. Mais c'est que il me semble qu'il y a quelque chose qui a été hard-codé une fois qui encapsule quelque chose qu'on va vibe coder. Donc en fait, Ok. il va y avoir un noyau dur Ouais. qui va être transmis dans cette app D'accord. et autour, on va vibe coder la feature. Ok, très clair. Donc voilà ce qu'on a fait. Donc en 3 jours, on arrive à avoir une app live. Ok, incroyable, 3 jours, bravo. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Du coup, vous avez parlé de... Oui, j'ai vu un post récemment qui disait que vous avez lancé 30 apps depuis septembre. Là, tu parlais de 100 apps tout à l'heure. C'est quoi le taux de réussite sur ces 130 ou 100 apps, je sais pas. Combien d'apps réussissent vraiment? Comment vous chiffrez ça? Alors c'est un peu comme en marketing, je vais te le donner en calendaire et en cohorté. Ouais, Donc en calendaire, on a fait 100 tests, on a 3 apps live qui ont dépassé 1 million d'euros de revenus. ok, Donc 2 qui sont en publishing Ouais. avec des partenaires extérieurs, une qui est issue de notre studio interne. Donc Harmony qui est issue de notre studio interne. En publishing, il y a Unchained et Stash Cook. En revanche, en cohorté, on a à peu près, je pense qu'il y en a 3 autres qui sont hyper pertinentes. Donc nous, notre vision, c'est d'avoir un taux de hit rate entre 3 et 5%. ok, Plus on en fait, meilleur on devient. ouais, Et je pense qu'il y a un enjeu aussi, c'est que c'est un marché qui n'a pas été industrialisé comme l'a pu être le gaming. ouais, Et donc on arrive encore avec cette approche à avoir des taux de succès qui sont bien plus élevés que l'industrie, ouais, parce qu'on est presque les seuls à faire ça. Oui. Et le fait d'être verticalisé sur la santé et la wellness, c'est aussi un choix, déjà parce que c'est un marché qui nous passionne, ouais, mais surtout c'est que c'est un marché sur lequel les barrières à l'entrée étaient extrêmement hautes, parce qu'il est drivé par de l'organique, donc des brands qui ont Ouais. une énorme notoriété, ce qui drive le trafic, et qui sont des apps de contenu ou avec une core feature qui était très longue à développer. Et c'est ce qui a fait que les utilisateurs ou utilisatrices, par exemple, de Flow, de Calm, Headspace ou MyFitnessPal sont captifs et sont plutôt les générations du dessus. Aujourd'hui, il n'y a pas encore eu cette nouvelle vague d'acteurs parce qu'il n'y a pas eu d'acteur industriel qui a tout testé et qui a voulu développer les meilleurs produits. ouais, Et c'est ok. pour ça que Rocapin est né. Ok. Eh bah, trop bien. Franchement, j'ai fait le tour. Si ma dernière question, c'est, tu parlais d'acquisition. Votre acquisition, c'est fait sur quoi? TikTok, Instagram? Ça peut intéresser beaucoup de monde aussi. Comment avec autant de volume, on arrive à faire de l'acquisition comme ça? Ah ouais, bah en fait, nous, on a 2 expertises. Un, produit pour guider les studios et 2, marketing qu'on internalise. Donc déjà, l'ambition, c'est de enlever cette gestion quotidienne de la charge mentale des studios, parce que Ouais. gérer le marketing, tous les gens qui gèrent le marketing en sont bien conscients, il faut être sur la balle tout le temps. Ouais, c'est clair. Et je vais un peu te décevoir. Déjà, il n'y a pas de recette secrète. C'est de la rigueur, traquer l'ensemble des données au sein du funnel et ne pas se raconter d'histoire en pensant que le trial to paid va faire plus 10 points et donc ça peut compenser des CPA qui flambent. Ouais. Donc, il faut être juste lucide et discipliné et vraiment calculer combien ton euro va te rapporter. Ouais. Donc ça, c'est quand même un pli à prendre. Et le deuxième point, hyper vigilant sur tes placements, sur tes différents canaux. Donc nous, aujourd'hui, on fait 50% Meta, 50% TikTok. On a des signaux hyper encourageants sur Google Ads, notamment pour les projets Android. Ouais. Et au sein de Meta, aujourd'hui, ce qui fonctionne dans notre mix, donc en fait, c'est toujours à prendre avec le bon sûr. prisme, c'est les réels Insta et le Facebook Feed. Ok. Et sur TikTok, on est passé en Smart Plus parce que ça a des meilleurs résultats. Et ouais, je ne sais pas si y a des questions plus précises. Moi, Non, ravi c'est pas mal. C'est toujours et si des intéressant. gens font du marketing, nous, on est toujours ravis de partager les learnings. Ok, Notre trop bien. gros focus aujourd'hui, c'est le Web to App, Ouais. à réussir à craquer. Donc, soit via Google, soit via Meta. Et là, on itère énormément dessus et on sait qu'on va y arriver. C'est juste au bout de combien d'itérations, je te dirai dans quelques mois. Magnifique, magnifique. Et puis, toute dernière question, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Rocapin du coup pour la fin d'année et puis les prochaines années qui arrivent? La fin d'année, c'est de transformer un de nos hits en méga hit. Ouais. Et donc, qu'une de nos apps, parmi celles que j'ai citées, atteigne 10, voire plus de millions d'euros de revenus.
Ok. Et donc, pour la fin d'année, on a un objectif hyper ambitieux. Là, aujourd'hui, on est à 6 millions d'ARR. On vise clairement plus de 10 à la fin de l'année et que Harmony soit à plus de 30 millions d'ARR fin janvier, parce qu'il y a l'effet Q5. Ouais. Ouais, de la discipline. Et il y a pas mal de choses. On a de bonnes raisons de se lever le matin quand c'est pas ma Magnifique. fille qui me réveille. Magnifique. Et ben, merci beaucoup, Jean-Gabriel. Longue vie à Rocapuine. Et puis, merci beaucoup pour le podcast. Merci, je t'en prie, c'était un plaisir.